Les tensions géopolitiques s'affirment comme un risque majeur en Europe. On en parle tout de suite avec mon invité Philippe Perchoc, directeur de l'IRSEM Europe. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des risques géopolitiques, mais avant toute chose, un mot sur l'IRSEM Europe. De quoi s'agit-il? Alors l'IRSEM, c'est le centre de recherche du ministère des Armées. Moi, je dirige le campus bruxellois, qui est tout nouveau et qui a 2 ans. Alors on va revenir maintenant sur le risque géopolitique. Quelles sont les zones de tension géopolitique en Europe? Bon, en Europe, je dirais qu'il y a quelques foyers principaux. D'abord, il y a toute la frontière entre l'Union européenne et la Russie aujourd'hui. On en entend toujours dans les médias presque quotidiennement. Je dirais que aussi, il ne faudrait pas oublier que dans les Balkans, il se passe beaucoup de choses récemment et qu'on est certes dans une dynamique d'élargissement de l'Union européenne pour cette région, mais que c'est aussi une région encore aujourd'hui de tension. Et puis, je crois que ce qui est particulier aujourd'hui, c'est l'apparition de tensions un peu partout sur le continent européen et pas seulement à la frontière avec la Russie. On l'a vu particulièrement en mer Baltique, la flotte fantôme, les drones qui ont paralysé des aéroports et toutes sortes d'opérations qui peuvent avoir lieu, pas seulement à la frontière avec la Russie, mais jusque chez nous. Alors, au-delà de l'Europe, il y a aussi tout le contexte international avec une guerre commerciale accrue menée par les États-Unis. Ça a aussi une influence sur les risques géopolitiques en Europe? Alors, je pense qu'en fait, pendant et après la Seconde Guerre mondiale et surtout après la chute du mur, il y a eu un grand moment de dépolitisation, notamment du commerce. Et aujourd'hui, on revient dans une dynamique de politisation de tout, hein. Les Anglais diraient weaponization of everything, c'est-à-dire l'arsenalisation globale. Et tout ce qui peut être utilisé pour faire mal aux concurrents ou à l'adversaire est utilisé. Alors bien entendu, le commerce là-dedans joue un rôle prépondérant. Alors ici, on s'intéresse, c'est l'association des juristes d'entreprise, donc on s'intéresse particulièrement aux entreprises. Et quelles sont les conséquences de ces tensions géopolitiques sur la vie des entreprises et sur leur stratégie particulièrement? Alors, moi, je viens pas du monde des entreprises, mais je pense que très, très clairement, on vivait dans un monde, et pendant la guerre froide et après la guerre froide, qui était prévisible, et aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Il est beaucoup moins pour les entreprises parce que, on l'a vu avec la guerre commerciale, la guerre des droits de douane récemment, elles font face à des changements qui sont des changements immédiats, avec lesquels, bien sûr, elles doivent faire et elles ne sont pas concertées avant que ces choix arrivent. Et globalement, on a aussi une sorte de reflux du cadre global, c'est-à-dire l'OMC joue plus le rôle qu'elle jouait avant. On est dans des deals qui sont plutôt des deals entre blocs ou entre pays. Et donc, pour les entreprises, c'est difficile à naviguer. Donc tout ça, ça nécessite en fait de comprendre l'environnement en temps réel dans lequel on est, mais aussi les entreprises peuvent être parfois partie de la stratégie vis-à-vis des adversaires, que ce soit les entreprises étrangères vers nous ou parfois bien sûr nos entreprises aussi vis-à-vis de nos concurrents ou voire même de nos adversaires. Et donc là, ça les met dans une situation encore plus délicate. Et on comprend que c'est difficile d'anticiper dans ces conditions ce que vont être les conflits, quelles vont être les conséquences. Alors je pense que même pour les diplomates aujourd'hui, hein, c'est une crise inimaginable par an. Que ce soit la guerre en Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, etc. Donc au ministère des Armées, on appelle ça les surprises stratégiques. Et maintenant, la surprise est devenue le quotidien, en fait, je pense, de nos diplomates et de nos militaires. Et bien entendu, pour les entreprises, c'est exactement la même chose. Ils sont peut-être même en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'information en temps réel, mais quelques secondes après le temps réel, et il faut pouvoir faire avec. Alors si on se place maintenant au niveau de l'Union européenne, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est armée pour justement faire face à ces chocs géopolitiques? Alors d'abord, aujourd'hui, l'Union européenne, elle offre pour les entreprises françaises le seul cadre qui soit prévisible. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ça reste, les Européens ont longtemps pensé qu'ils étaient une avant-garde de ce qui allait se passer dans le monde. Aujourd'hui, ils sont plutôt une exception. Et le seul endroit pour les entreprises françaises dans lesquelles on fait du commerce et on est à peu près sûr non seulement des règles dans lesquelles ce commerce se fait et des moyens d'aller au contentieux si jamais on a du contentieux, ça reste l'échelle européenne. Donc ça reste un îlot quand même de stabilité, de prévisibilité avec 500 millions de consommateurs potentiels. Après, est-ce que l'Union européenne est capable d'exporter ça vers l'extérieur? On le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers des acteurs qui étaient pas les acteurs habituels, c'est-à-dire les États-Unis, ça devient compliqué, donc on explore peut-être avec l'Inde. Donc voilà, dans un monde dans lequel le bilatéral jouera un rôle de plus en plus important, l'Union européenne, c'est la bonne échelle,
puisque pour parler avec la Chine, avec l'Inde, avec le continent africain, il vaut mieux le faire à 27 et en représentant 500 millions de consommateurs que, j'allais dire pour le Luxembourg c'est évident, mais l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak disait il y a deux catégories de petits pays en Europe, ceux qui le savent et ceux qui vont l'apprendre. C'est une belle formule. On a évoqué ensemble la guerre économique, les conflits armés, la guerre en Ukraine, au Proche-Orient. Est-ce qu'il y a de nouveaux types de conflits? Alors, clairement, je pense qu'aujourd'hui, les conflits ont lieu dans tous les espaces. Donc ça va être des conflits sous-marins. Aujourd'hui, je pense qu'on les détecte pas bien, mais ils vont jouer un rôle fondamental. C'est aussi dans le cyberespace, c'est aussi dans les espaces financiers, dans les espaces informationnels. Donc en fait, ce mouvement d'arsenalisation globale, il a tendance à coloniser tous les espaces, y compris l'espace extra-atmosphérique, c'est difficile à dire. Donc en fait, on n'aura plus un seul espace qui soit exempt de ces rivalités mondiales. Alors ici, on est au Grenelle du droit, j'ai envie de dire, et le droit dans tout ça, quelle est sa place? Alors, bon, comme je le disais, à l'échelle européenne, elle reste absolument fondamentale. Pour ce qui reste du droit international, à la fois droit international humanitaire, aujourd'hui on voit que c'est compliqué, droit international du commerce, avec l'OMC qui est totalement bloqué, c'est compliqué aussi. Néanmoins, ce droit, il faut continuer à le porter et il est nécessaire puisqu'il apporte un tout petit peu de prévisibilité dans le système. Alors pour terminer, on a l'impression qu'on est crise sur crise, c'est ce que vous évoquiez au début de cet entretien. Est-ce que vous pensez qu'on va finir par sortir de ce contexte où on a une succession de crises? Je pense qu'on a été mal habitué. Je pense que les 40 dernières années, c'était plutôt une exception dans l'histoire globale. Et aujourd'hui, on revient à ce qui est plutôt la normalité des relations internationales, c'est-à-dire des relations qui sont conflictuelles, qui sont empreintes de rivalité. Et donc voilà, moi je ne pense pas qu'on va revenir au monde d'il y a 20 ans, dans les 20 ans qui viennent. Il va falloir s'y habituer. Il va peut-être falloir s'y habituer. On va terminer là-dessus. Merci Philippe Perchoc. Merci beaucoup.